Bonjour tout le monde, bienvenue sur FTX Radio, le podcast officiel de la section de droit civil de l'Université d'Ottawa. Avant de poursuivre, nous aimerions remercier le cabinet Lavery de Billy, notre commanditaire principal qui nous permet de propulser cette année notre série de balados FTX Radio. Présent dans les principaux centres d'affaires de Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke, Lavery est la plus importante firme juridique indépendante au Québec. Lavery, c'est la convivialité dans l'excellence. Sans plus attendre, je vous laisse à votre programme principal. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'ADTE, l'Association de droit du travail. J'espère que vous allez bien. On est avec Amélie Dagenet et Nicolas Thibault Sivigny. Exact, okay, Thibault Sivigny, oui. Et notre invité, professeur Andrea Talarico. Donc, aujourd'hui, on va parler de son parcours en droit du travail. On va aussi parler de son expérience de la pratique en droit du travail. Je vous laisse vous présenter. Donc, Nicolas Thibault Sévigny, étudiant présentement en deuxième année, puis vice-président en communication dans l'Association de droit du travail et de l'emploi. Et moi, c'est Amélie Dagenet. Je suis aussi dans l'Association de droit du travail et de l'emploi à titre de vice-présidente aux événements et je suis en troisième année à l'université. Et moi, c'est Andrea Talarico. Je suis professeure ici à l'Université d'Ottawa, à la Faculté de droit civil, et j'enseigne le droit du travail et le droit administratif. Parfait. Donc, on pourrait débuter, professeur Talarico, si vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours scolaire professionnel. Alors, moi, j'ai fait mon bac à l'Université de Montréal au début du siècle. Et quand j'ai terminé mon bac, je ne savais pas trop quoi faire. En fait, j'ai trouvé le bac très difficile. J'ai eu des problèmes médicaux. Il a fallu que je m'absente une année. Au final, mes notes étaient un peu en dents de scie. Les sessions où ça allait bien, mes notes étaient excellentes. Les sessions où ça allait moins bien, mes notes n'étaient pas très bonnes. Et j'avais pris un cours de droit du travail un peu au hasard, parce que ça fitait bien dans mon horaire. J'ai adoré ça. Donc, j'ai fait les 2 autres cours de droit du travail qui étaient offerts à l'Université de Montréal. Donc, j'avais commencé avec contrat individuel de travail. Ensuite, j'ai fait rapport collectif. Ensuite, j'ai fait arbitrage de grief. Et à la fin de mon bac, j'ai dit, je pense que je veux faire du droit du travail. Mais est-ce que je vais être capable de me trouver un stage avec des notes en dents de scie? Puis, c'est-tu vraiment ce que je veux faire? Donc, je me suis inscrite simultanément l'année suivante à la maîtrise en droit du travail et à l'école du barreau. Donc, cette année-là, ça a été une année un peu bien remplie. Mais j'avais adoré mes cours de maîtrise. J'ai fait, au moment de faire les examens, j'avais arrêté un peu la maîtrise. Je ne suivais pas activement de cours. Et j'ai continué, je me suis trouvé un stage à la CSN. Et j'ai continué la rédaction de mon mémoire durant mon stage. Donc, c'est ça. J'avais fait mon stage à la CSN, j'ai été assermentée, j'ai continué à la CSN pendant un petit bout de temps. Puis ensuite, je me suis tournée en cabinet privé qui faisait aussi du travail syndical en droit du travail. Donc, c'était à l'époque Melançon, Marceau, Grenier, Shortino. Pépé Shortino est malheureusement décédé l'année dernière. Donc, on parle maintenant de MMGC, Melançon, Marceau, Grenier, Cohen, qui est un merveilleux cabinet qui fait beaucoup, beaucoup de dossiers d'envergure en liberté civile, et même que moi, j'ai choisi justement parce qu'il me faisait beaucoup de représentations syndicales. Ensuite, là, ça faisait à peu près 2 ans que je pratiquais. J'adorais ça. J'avais eu des discussions avec le doyen de la faculté de droit de l'Université de Montréal, qui était Gilles Trudeau, qui est un arbitre de grief. Puis lui, il m'a convaincu d'essayer de faire un doctorat. Donc, j'ai postulé un petit peu partout, puis j'ai été acceptée à l'Institut universitaire européen. Je suis arrivée à Florence, c'était magnifique. Et j'ai tout de suite réalisé que je ne voulais pas faire de doctorat. Donc, j'ai transféré à la maîtrise. Entre-temps, j'ai rencontré mon conjoint, on a déménagé en Angleterre, on a passé 3 ans là, j'ai pratiqué en Angleterre pendant 3 ans. J'ai adoré ça aussi, c'était vraiment le fun. J'habitais à Londres, il y avait plein de choses à faire, c'était toujours très actif. Mais on a décidé de redéménager au Canada. Et je dis au Canada spécifiquement et pas au Québec parce que mon conjoint étant britannique, c'était plus rapide d'émigrer en Ontario. Mais moi, je voulais continuer à pratiquer au Québec. Donc, juste avant de déménager, j'ai appelé un cabinet contre qui je plaidais souvent. Et j'ai dit, bon, mais est-ce que vous vous rappelez de moi? Êtes-vous prêt à m'offrir une job? Et c'est comme ça que je me suis retrouvée chez RPGL à Gatineau pendant presque 2 ans. Puis, bon, après avoir quitté RPGL, je suis allée travailler pour un de leurs clients majeurs dans la région pendant à peu près 1 an. J'ai un bébé.
Et durant mon congé de maternité, je me suis dit, bon, ben ça, c'est un bon temps pour me garder occupée. Un arbitre de grief m'a demandé de le remplacer. Donc, c'était le professeur Denis Nadeau, que moi, je le connaissais uniquement comme arbitre de grief. Puis, il m'a demandé si je voulais le remplacer durant sa sabbatique. J'ai dit oui. Je suis venue ici à Fauteux enseigner le droit administratif, une session. J'ai dit aux élèves, je viens ici juste enseigner une session. Vous ne me verrez plus jamais la face. Je ne reviens pas l'an prochain. J'aime trop pratiquer le droit. Je ne suis pas une prof. Je suis juste chargée de cours. C'est un mensonge de bout en bout. Parce que vers la mi-session, je me suis inscrite au doctorat. J'ai commencé mon doctorat et je n'ai pas quitté Fauteux depuis. À part, bon, c'est pas vrai. Parce que j'ai travaillé, durant mon doctorat, je travaillais chez Langlois à Montréal et je pratiquais, donc j'ai continué à pratiquer du droit, du travail, ce que j'adore. Là, c'est toujours un grand plaisir de faire du droit du travail. Mais j'ai fini mon doctorat et j'ai eu un poste d'abord à l'UQAM, puis ensuite ici un poste à Ottawa. Puis est-ce que vous avez dit que vous êtes allé à Londres, puis un peu en Ontario, vous avez pratiqué. Est-ce que vous avez fait votre common law? Non. OK. Moi, je n'ai pas fait ma common law, mais j'ai quand même pratiqué à Londres. À Londres, j'ai fait le début du parcours d'équivalence pour devenir un solicitor en Angleterre. Donc, j'ai fait les premiers examens. Je ne les ai jamais complétés parce que c'est un processus très long. Puis, entre-temps, on avait décidé de déménager ici. Donc, je connaissais quand même assez bien le système pour avoir fait les premiers examens, les examens théoriques. Mais je n'avais pas fini mon stage. Je ne suis jamais devenue solicitor en Angleterre. Donc, mais je n'ai jamais fait ma common law. Puis si j'ai une suggestion à faire aux élèves, maintenant que c'est offert en 4e année, faites-le donc. J'avoue que c'est pratique après si tu veux changer, parce que c'est partout, dans le fond, qui pratiquent la common law. OK. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer le droit du travail? Là, vous avez dit que vous avez eu des cours, que vous avez aimé ça, mais plus concrètement, pourquoi ce droit-là, c'est plus distingué des autres? Alors, moi, quand j'ai fait mon bac en droit, on commençait avec une semaine intensive de cours qui s'appelait la semaine d'introduction au droit. Et moi, j'ai eu la chance absolue d'avoir été enseignée par Marie-France Biche, qui est aujourd'hui juge à la Cour d'appel. Mais avant, elle était professeure à l'Université de Montréal. Puis, elle a présenté le cours de droit du travail, pas de droit du travail, mais d'introduction au droit vraiment très, très bien. C'était super intéressant. Et à la fin du cours, elle a dit, bon, mais moi, j'ai pratiqué et j'enseigne le droit du travail. Puis elle a dit, le droit du travail, c'est pas un vrai droit. C'est un droit de généraliste. C'est pour du monde qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. C'est en partie du droit public, en partie du droit privé. Si tu veux faire du constitutionnel, un petit droit des contrats, puis un petit peu de santé et sécurité, tu mélanges tout ça, tu as du droit du travail. Et j'avais trouvé ça très drôle, mais je n'y ai pas repensé après. Puis, moi, je suis quelqu'un qui est très touche-à-tout. J'aime tout faire. Je suis très hyperactive, je bouge beaucoup, j'aime faire différentes choses. Et donc, ça m'avait rappelé un petit peu le processus de choisir un programme au cégep, où moi, j'avais choisi de faire sciences, lettres et arts parce que je ne savais pas quoi faire. Bien, c'était un petit peu la même chose. Je me disais, c'est le droit du travail, c'est pour ceux qui aiment faire un peu de tout. Donc, je n'y ai pas pensé. Arrive la 2e année et il me restait un cours à remplir à l'automne. Et bon, je ne savais pas trop quoi prendre. Puis j'ai dit, il y a un contrat de droit du travail et un cours de droit du travail en plus avec Marie-France Biche. Waouh, je m'inscris. C'était pas Marie-France Biche, finalement. Mais c'était Jean-Yves Brière, qui est aujourd'hui arbitre de grief. Puis le cours était incroyable. J'ai dit, c'est ça qu'elle voulait dire. On part le cours en parlant de droit public. Moi, qui étais une grande fan de droit constitutionnel, je trouvais ça le fun. On part tout de suite en parlant de droit public, on lit une décision sur le partage des pouvoirs. Après ça, on tombe tout de suite dans le code civil. J'avais vraiment l'impression que ce que Marie-France Biche avait dit, ce que la juge Biche avait dit, c'était vrai. C'est un droit de généraliste. Et j'ai adoré. Mais au fur et à mesure que j'ai avancé, donc j'ai aimé le premier cours. Ensuite, je me suis dit, tant qu'à faire ce cours-là, je vais m'inscrire au 2e cours, rapport collectif de travail avec Gilles Trudeau. J'ai adoré ça encore plus. Désolée, M. Brière, si vous entendez ça. Mais c'est vrai, j'ai adoré le cours encore plus parce que je trouvais la matière encore plus intéressante. Puis, rapport collectif de travail, bien là, tu commences à comprendre, tu commences à regarder les acteurs, puis tu dis, un syndicat, oui, ça a un grand impact sur un milieu de travail, mais ça a aussi un grand impact au niveau sociétal. Et quand tu commences à t'intéresser à ça, bien, ça te fait poser d'autres questions. OK, mais comment tu équilibres, par exemple, le rôle du syndicat au sein du travail et son rôle sociétal? Et s'il rentre en conflit, qui doit gagner? Qu'est-ce qui doit gagner?
Ça te fait réfléchir sur le collectif versus l'individuel, par exemple. Donc, j'avais vraiment aimé le cours de rapport collectif du travail. Je me suis dit, tant qu'à faire ça, je vais prendre le 3e aussi. Le 3e, c'était arbitrage de grief. Et là, René-Claude, si vous entendez, ce podcast, bouchez-vous les oreilles, s'il vous plaît. Donc, c'était avec René-Claude Drouin, puis arbitrage de grief, je n'avais pas aimé. Et René-Claude Drouin, je l'adore. C'est une professeure de l'Université de Montréal. J'ai aussi fait son cours de droit international du travail à la maîtrise. C'était ma directrice de mémoire de maîtrise. C'est une femme extraordinaire, mais le cours d'arbitrage de grief, je ne l'ai pas trouvé bon. Ça ne me tentait pas. Je ne le trouvais pas intéressant. Et je me suis dit, y a-t-il moyen de faire du droit du travail puis pas faire de l'arbitrage? Spoiler alert, non, parce que je me suis retrouvée à faire de l'arbitrage 3 fois par semaine. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que tout ce que René-Claude m'avait enseigné était vraiment très pertinent. Ouais, finalement. Donc, finalement, j'avais une bonne chose que je l'avais fait. Mais voilà. Donc, moi, j'ai pris le cours de droit du travail par hasard, par accident, parce que ça fitait dans mon horaire et c'était un coup de foudre. J'ai adoré ça et j'adore toujours autant ça 20 ans plus tard. Ben, moi, je me rends compte de ça. Le droit du travail, c'est large, mais maintenant qu'on suit le cours, justement avec vous, je me rends compte à quel point ça touche tellement plus. On est comme un peu naïf là, par rapport à ça. Ah, ouais, mon employeur, il peut prendre mon pourboire puis le partager avec tout le monde, par exemple. Mais ça, c'est non. Finalement, on s'est rendu compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est comme des petites choses de la vie qu'on se rend compte vraiment qu'on regarde la loi. Parce que souvent, c'est rare qu'on se dit « Ah! » On laisse souvent des choses aller comme ça alors que tout est écrit noir sur blanc. Puis le droit du travail, ça reste un droit qui veut pas toucher tout le monde dans toutes nos vies tout le temps. Oui, moi, je trouve toujours ça drôle du monde qui me dit « je m'intéresse pas au droit du travail. » J'ai dit « Non, du moindrement que tu t'intéresses à quelque chose, tu vas t'intéresser au droit du travail par la bande. » C'est inévitable. C'est un peu ce que je dis à mes étudiants en droit administratif aussi. Puis je tiens à ça. Vous allez inévitablement faire du droit administratif. Mais le droit du travail, ça touche vraiment à tout le monde. Puis quand je parle à des gens qui veulent faire du droit corpo, qui voient le droit, ils se disent « moi, ça me tente de faire des fusions-acquisitions. » J'ai dit « Cool. » Mais quand tu fais ton évaluation d'entreprise pour lui donner une valeur, pour pouvoir aller de l'avant avec ta fusion ou ton acquisition d'entreprise, tu vas t'intéresser au contrat de travail parce que le plus gros morceau financier d'une entreprise, ce sont ses ressources humaines. Donc, pour évaluer ton entreprise, tu veux savoir tu as combien de salariés, combien sont payés, c'est quoi leurs conditions de travail, qu'est-ce qui arrive en cas de restructuration, est-ce qu'il y a une convention collective, sont syndiqués, c'est une accréditation ou 2, tout ça est hyper pertinent. Donc, si tu es quelqu'un qui me dit, moi j'aime le corpo, mais le droit du travail, je trouve ça plate, j'ai envie de te dire, champion, tu vas devoir t'y intéresser d'une façon ou d'une autre. Et je pense, c'est aussi la même chose pour les gens qui me disent, je suis pas sûre, je suis très droit public. Le droit du travail, c'est 50% du droit public, 50% du droit privé. C'est extrêmement hybride. Donc, il y a quelque chose pour tout le monde là-dedans. Et si tu travailles ne serait-ce qu'un jour dans ta vie, ce sont des informations qui sont super pertinentes à savoir. Absolument. Oui, vraiment. 100% d'accord. Puis, peut-être un peu plus pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec le droit du travail. On a parlé beaucoup de, justement, syndicats, puis de rapports collectifs, arbitrage. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le quotidien d'un avocat en droit du travail? Ça ressemble à quoi? Puis, je sais que vous allez travailler dans plusieurs milieux, là, c'est différent. Oui. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le droit du travail, vous, ça tombe bien, vous êtes l'Association de droit du travail et de l'emploi. C'est ça. Travail-emploi, c'est une première distinction qu'on va faire souvent dans le milieu. Des gens vont dire, non, moi, je travaille en droit de l'emploi, et d'autres vont dire, je travaille en droit du travail. Dans des milieux francophones, on a tendance à regrouper ça vraiment droit du travail. Ça a tendance à être un terme qui englobe tant le droit de l'emploi, où on vise vraiment les contrats individuels, et le droit du travail, où on parle plus de rapport collectif, de labor relations en anglais. Donc, un avocat qui travaille en droit du travail et de l'emploi peut choisir de diviser sa pratique. Il peut faire seulement du droit de l'emploi ou seulement du droit de rapport collectif de travail. Il peut faire une combinaison des deux. Moi, quand j'ai travaillé en cabinet privé plus récemment, j'avais une collègue qui me disait « Je fais principalement du droit de l'emploi.
Donc, elle voyait vraiment son travail comme étant des contrats individuels de travail. Puis, elle faisait beaucoup d'avis envers des employeurs, pour des employeurs, sur des contrats eux-mêmes. Donc, elle faisait beaucoup de révisions de contrats. Et elle faisait aussi des litiges devant le tribunal administratif du travail, principalement en matière de congédiement, mais aussi en matière d'harcèlement, etc. Mais vraiment pour des salariés non syndiqués, des personnes qui n'étaient pas syndiquées. Moi, ça donne que j'ai toujours travaillé davantage en milieu syndiqué, pour des milieux syndiqués. Au début de ma pratique, je travaillais pour un syndicat. Donc, forcément, c'était des rapports collectifs de travail. Je faisais beaucoup d'arbitrage de griefs, par exemple. L'arbitre de griefs, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est lui ou elle qui est chargé de s'occuper de tous les litiges qui sont relatifs soit à l'interprétation ou à l'application de la convention collective. Et je faisais beaucoup, beaucoup d'arbitrage. Il y a eu un moment dans ma pratique où j'en faisais de 2 à 3 jours par semaine. Je faisais aussi la représentation devant le tribunal administratif du travail, anciennement la Commission des relations de travail, la CRT. J'ai fait un tout petit peu d'accident de travail. Et ça, les gens qui s'occupent de santé et sécurité du travail ou d'accident de travail ont généralement tendance à vraiment aimer ça et à vouloir se spécialiser là-dedans. Donc, c'est une possibilité si ça vous intéresse de faire une carrière en droit du travail et de l'emploi, vous pouvez choisir de vous spécialiser en santé et sécurité et en accident de travail et si ça vous tente vraiment, de ne pratiquer que ça, parce qu'il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de dossiers, des dossiers super intéressants. Moi, c'est jamais venu me rejoindre tant que ça. Moi, c'est vraiment le volet plus public qui m'intéressait. Entre autres, tout ce qui a rapport avec la liberté d'association. C'était d'ailleurs le sujet de ma thèse doctorale, c'était la liberté d'association, mais c'est une question qui me préoccupe depuis longtemps. Et donc, plus récemment, moi, j'ai eu la très, très grande chance de faire une pratique un petit peu alternative où je m'occupais d'associations qui n'étaient pas des syndicats accrédités au sens du Code du travail. Donc, des associations de cadres, par exemple, ou une association professionnelle qui représente des travailleurs autonomes, mais dans leur négociation avec le gouvernement, en raison de, je ne veux pas nommer l'association, mais en raison de leur structure d'emploi, leur association ressemblait parfois à un syndicat. Et il était accrédité comme un syndicat professionnel, mais pas un syndicat au sens du Code du travail. Donc, je faisais de la représentation et du travail au niveau de la liberté d'association pour cet organisme-là. Et c'est du travail super intéressant et très, très diversifié. Donc, lorsqu'on me demande, pour revenir à votre question, lorsqu'on me demande ça ressemble à quoi le quotidien d'un avocat en droit du travail, bien, ça dépend. Êtes-vous quelqu'un qui voulait faire beaucoup de litiges? Vous pouvez en faire beaucoup. Moi, durant mes dernières années de pratique, j'ai choisi de ne pas faire de litige du tout. Et donc, ce que je préparais, c'était des avis très, très complexes, des procédures très complexes, des mémoires d'appel, par exemple. Mais je ne faisais plus de litige. Puis ça, c'était un choix. Puis c'était un choix qui m'était possible parce que mon employeur disait, bon, ben, on a assez de volume pour permettre d'avoir quelqu'un qui fait juste ça. Vous pouvez aussi choisir, encore une fois, de faire que de la santé et sécurité. Vous pouvez choisir de faire que des contrats individuels ou que des rapports collectifs. C'est tellement diversifié comme domaine de pratique que cette possibilité-là de choisir son propre chemin, ben, c'est offert à presque tout le monde. Puis vous avez préféré quoi, justement, dans toutes ces diverses... Intellectuellement, je dirais que ça serait toujours la liberté d'association. C'est toujours mon grand sujet chouchou. D'ailleurs, je vous avertis, cours 7 sur la liberté d'association. Ça s'en vient rapidement. Ça s'en vient très rapidement. C'est un cours intense. Tout ce qui était, c'est ça, liberté d'association ou encore droits fondamentaux. Liberté d'expression, égalité à l'emploi, c'était vraiment mes 2 sujets de prédilection. Santé et sécurité, c'est jamais tant venu me chercher. Parce que dans tous mes dossiers de santé et sécurité, j'avais toujours l'impression que ça revenait davantage à un débat d'experts. Si tu es blessé à l'épaule, un médecin dit que ça relève d'un événement antérieur, l'autre dit que ça s'est passé au travail. J'avais toujours l'impression que c'était davantage une question d'expertise qu'une question juridique. Et donc, ça n'est jamais venu me chercher. Super intéressant, puis ça a des énormes répercussions pour les travailleurs eux-mêmes. D'ailleurs, mon premier dossier que j'ai plaidé à vie
était devant l'ancienne commission des lésions professionnelles, qui est aujourd'hui une division du tribunal administratif du travail. Et la dame en question pleurait dans la salle d'audience. C'était vraiment quelque chose de majeur pour elle. Et ça, c'est venu me chercher parce que quand on pratique du droit du travail, on est toujours dans le quotidien des gens. On est dans quelque chose qui représente 8 heures par jour de leur vie, donc 1/3 de leur vie. Mais au final, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment faire quelque chose où c'est toujours une question de médecin, où c'est toujours une question d'expertise? Non. Je préfère jouer avec des concepts juridiques. Et donc, je me suis tournée... Je préfère tout ce qui est liberté d'association aux droits fondamentaux au travail. Si jamais on parle, on peut changer un peu de sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire où un salarié peut-il s'informer sur ses droits de manière fiable? Oui. Donc, un salarié, ou en fait n'importe qui, peut aller sur le site web, du moment où il est au Québec, aller sur le site web de la CNESST, la Commission des normes de l'équité de la santé et sécurité au travail. Le site web contient tellement d'informations que même les avocats le consultent. Ce sont des informations généralement très, très complètes et c'est la source la plus fiable. Précise, ouais. Fiable, tout est là. D'ailleurs, si jamais quelqu'un n'est pas étudiant en droit, admettons, quelqu'un travaille dans une entreprise et travaille aux ressources humaines et se dit « je connais vraiment rien en droit du travail, ça va mal », la CNESST offre une formation gratuite avec la TELUC. Et donc, vous pouvez aller sur le site, vous inscrire, et c'est une formation longue, en ligne. Je pense que c'est 8 ou 9 heures de formation. Là, c'est vraiment très, très complet, puis c'est vraiment bien fait. Mais allez sur le site web de la CNESST, vous allez avoir toute l'information. Et si vous réalisez que vous avez un problème au travail et que vous ne savez pas comment le résoudre, bien, étant sur le site de la CNESST, vous allez aussi avoir accès au recours. Est-ce que je dépose une plainte? Est-ce que je parle à mon employeur avant? Tout est là. Bien, c'est génial, c'est bien fait. Comme ça, tout est à la même place aussi. C'est ça qui est le fun. Place. Tous les services. C'est génial. Est-ce que vous... Par exemple, moi, je dis, OK, demain, là, je veux faire du droit du travail, là, par exemple. Bon choix. Quel conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut, un jeune, un étudiant en droit ou peu importe, quelqu'un qui... À moi, admettons. Moi, je veux faire du droit du travail pour de vrai. Vous, donc, Nicolas, vous pouvez faire du droit du travail. Bon, première chose, suivez le cours de droit du travail, c'est fait. On se voit mercredi. Exact. OK, ça, c'est fait. Parfait. On coche. Prochaine étape, parler à des gens dans le milieu. Parce qu'une fois que vous avez choisi de faire le droit du travail, vous allez probablement vouloir vous orienter vers un stage en droit du travail. Encore là, vous avez le choix. Vous pouvez choisir de ne faire un stage qu'en droit du travail. Dans ce temps-là, vous regardez des cabinets qui sont spécialisés, qui ne font que du droit du travail. Laurent Marcoux, par exemple, à Montréal, du côté patronal. Melançon-Marceau, Grenier-Cohen, du côté syndical, aussi à Montréal. Donc, il y a des cabinets qui ne font que du droit du travail. BML, ici dans la région de l'Outaouais. Ils ne font... Un de nos commanditaires, d'ailleurs, de l'association. On les salue. Bonjour, Maryse. Donc, eux, ils font que du droit du travail. Ils sont hyper spécialisés dans le domaine. Ça tombe super bien. Donc, établissez des contacts avec des gens qui pratiquent en droit du travail. Mais, si ça vous intéresse, si je ne m'adresse pas à vous, Nicolas, qui est vraiment un vendu du droit du travail, si je m'adresse plutôt à quelqu'un qui est intéressé par le droit du travail, mais qui ne pense pas juste vouloir faire ça ou qui n'est pas sûr pour l'instant de vouloir le faire. Spoiler alert, vous allez le pratiquer pendant 2 mois, puis vous allez adorer ça, vous n'allez plus jamais pouvoir faire autre chose. Mais je vous conseille alors de vous chercher un stage qui vous permet de toucher à plusieurs domaines de droit. Donc, moi, j'ai eu la grande chance, durant mes études doctorales, de travailler pour un cabinet qui avait une très grande équipe en droit du travail, mais qui ne faisait pas que du droit du travail. Donc, un stagiaire au sein de ce cabinet-là pouvait faire, par exemple, 2 mois en corpo, 2 mois en litige général, puis 2 mois en travail, si ça lui tentait, si ça l'intéressait. Parlez avec les cabinets, parce qu'il y a beaucoup de cabinets qui vont vous faire des rotations de ce genre-là. Mm-hmm. Puis si ça vous intéresse plus le droit du travail, mais peut-être vont allonger la rotation, vous permettre d'en faire un petit peu plus ou de vous garder après juste en droit du travail. Mais parlez au cabinet, parlez aux gens qui pratiquent en droit du travail. Comme j'ai dit, c'est tellement varié que vous allez peut-être voir des domaines que vous ne connaissiez pas en droit du travail avant. Par exemple, j'en parle toujours, santé et sécurité, ce n'est pas un cours qui est offert ici. Ce l'était par le passé, ce ne l'est pas actuellement. Mais ça se peut que vous découvriez que c'est un domaine qui vous passionne,
Donc, vous allez pouvoir peut-être voir où est-ce que ça se pratique davantage, puis vous tournez davantage vers ces cabinets-là. Donc, 1, faites mon cours. 2, parlez avec les gens dans le milieu. Super. Puis, dans le fond, est-ce que c'est possible de faire du droit du travail en ayant... Est-ce qu'il faut absolument se spécialiser dans le droit du travail parce que c'est quand même un domaine de droit qui est très large? Ou, il y a des... Je sais pas, moi, je parle en termes de facilité. Est-ce que c'est plus... c'est meilleur d'être spécialisé dans le domaine et ne faire que ça? Ou est-ce qu'on peut faire d'autres choses, d'autres domaines de droit en même temps? Beaucoup de personnes font ça parmi d'autres sujets, d'autres domaines. Donc, il y a beaucoup d'avocats qui sont généralistes, qui s'annoncent généralistes, qui disent, bon, mais moi, je fais un petit peu de tout. Donc, ils vont faire un petit peu de corpo le lundi, du litige mardi, du droit du travail mercredi. Et c'est souvent pour répondre aux besoins de clients spécifiques. Parce que, bon, votre client arrive, puis oui, il va avoir des problèmes de droit du travail, mais il va aussi avoir des problèmes de responsabilité civile. Il va vouloir une mise à jour de ses livres de minutes. Donc, tu vas devoir faire un petit peu de corpo. Donc, il y a des gens qui font vraiment de tout. Mais quand on regarde les avocats qui font vraiment les sujets... désolée pour l'expression, là, mais les sujets crunchy, là, les questions le fun, les questions qui, encore aujourd'hui, nous mènent devant la cour d'appel, la Cour suprême, c'est des gens qui vont principalement faire que du droit du travail. Parce que éventuellement, les questions deviennent tellement pointues, tellement spécialisées qu'on n'a pas le choix que de les approfondir au maximum. De faire que ça. Puis vous, est-ce que vous avez déjà exploré d'autres choses simultanément? Bien, de ce que vous racontez? Moi, en 2015, je pensais quitter le droit du travail, faire du droit de la concurrence. Ah oui? Okay. Ça me tente plus, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. J'avais même contacté un juge actuellement, mais qui avait eu une pratique en droit de la concurrence. Je lui ai dit, si quelqu'un voulait vraiment faire un changement, qu'est-ce que vous conseillerez? Donc, j'avais envisagé la chose très sérieusement. Puis, je ne sais pas, il n'y a jamais eu quelque chose qui est venu me chercher autant que le droit du travail, à part peut-être le droit constitutionnel. Mais avec ça, c'est en étant spécialisée en liberté d'association, je traite toujours les deux sujets. Ça touche toujours, oui. Mais on voit souvent, là, justement, des gens qui pratiquent, mettons, droit du travail, droit de la personne, parce qu'avec la charte, ça s'embrique bien. Droit du travail, droit de la santé, ça aussi. Je vois beaucoup de gens qui font les deux. Là. Droit du travail, droit de l'éducation, parce que si tu as beaucoup de clients qui sont dans le domaine éducatif, tu vas faire beaucoup de droit du travail dans le domaine éducation, mais tu vas aussi faire tout le reste, qui est plus du droit administratif. Donc, les deux vont se retrouver quand même collés. On l'a dit, ça touche tout. Ça touche tout. Ça touche absolument tout. Comme vous le dites si bien, c'est objectivement le meilleur droit. C'est objectivement le meilleur droit. Tantôt, vous nous parliez un petit peu, justement, que vous aimiez le rapport là, de l'égalité. Est-ce que vous pouvez nous parler au Québec comment ça s'embrique dans nos lois, comment nos lois prévoient, justement, l'égalité là, en milieu de travail? Donc, au Québec, lorsqu'on regarde le milieu de travail, on va bien sûr se tourner vers la Charte québécoise, non pas la Charte canadienne. Elle a son importance, mais dans un milieu privé, dans un contexte privé, on va se tourner davantage vers la Charte québécoise. Puis la Charte québécoise a évidemment des dispositions en matière de non-discrimination à l'article 10 et pour contrer ce qu'on appelle l'harcèlement discriminatoire, donc l'harcèlement pour un motif prohibé. Ensuite, la Charte québécoise a des dispositions qui portent spécifiquement sur la non-discrimination à l'embauche. Donc, pour un des motifs prohibés, race, origine ethnique, culturelle, grossesse, handicap, moyen pour pallier au handicap, identité, expression de genre, orientation sexuelle, etc. Ce qui a été très, très novateur au Québec, c'est que rapidement, dès les débuts de la Charte québécoise, on a ajouté une prohibition qui empêchait les employeurs de discriminer en raison d'un dossier d'antécédent judiciaire. Et ça, c'était... D'ailleurs, quand j'en parle avec mes collègues à l'étranger, ils sont toujours surpris de le voir, sont toujours comme un petit peu épatés de voir que le Québec a fait ça tout de suite. Rapidement, on était intervenu pour dire non. Oui, tu as fait du temps de prison, par exemple, mais une fois que tu as fini, on te considère réhabilité puis on ne va pas continuer à discriminer contre toi. Donc, on a cette prohibition additionnelle au Québec. Puis, avec le temps, on a ajouté d'autres sujets, d'autres façons de protéger les travailleurs.
Et on a fait un grand effort au Québec récemment en matière de santé et sécurité pour protéger les travailleurs contre les risques psychosociaux au travail et aussi pour protéger la dignité du travailleur, qu'on sait le fondement de la Charte québécoise. Et on va protéger sa dignité, notamment en prévenant tout ce qui est harcèlement au travail. Et donc, on a fait beaucoup d'ajouts en matière de protection contre le harcèlement au travail. Et ça, encore une fois, c'est pour protéger la dignité du travailleur. D'ailleurs, quand les gens pensent au droit du travail, puis là, je vais faire je vais dévier un petit peu. Êtes-vous déjà rentré dans mon bureau, Nicolas? Non, pas encore. Non plus. Vous non plus? Non, personne n'est rentré dans mon bureau. La première chose qu'on voit en rentrant dans mon bureau, c'est un poster sur le mur. Et le poster, c'est quelqu'un qui tient du blé et des roses. Et l'expression en dessous, c'est marqué « We fight for roses too ». Et c'est une phrase d'une chanson. La chanson s'appelle « Bread and Roses ». Et ça a été composé après une grève au Lawrenceville Textile Mill en 1912 aux États-Unis. Et les travailleuses, ce qui était intéressant de cette grève-là, c'est que c'était vraiment des travailleuses du textile. D'ailleurs, beaucoup de dossiers en droit du travail ont été avancés par les travailleuses du textile, notamment en santé et sécurité au travail. Mais bon, là, on est à Lawrenceville, au Massachusetts. Les travailleuses font la grève. Et il y a cette chanson « Bread and Roses », d'abord un poème, ensuite une chanson qui est composée pour elles, parce que leur slogan, c'était « We fight for roses too ». Though it is bread we fight for roses too. Et ça représente les deux volets du droit du travail. Bread and roses. Bread, c'est la subsistance. C'est ton salaire au travail. Roses, c'est ta dignité au travail. Et sans les deux, tu n'as pas un milieu de travail sain, tu n'as pas un milieu de travail complet. Sans les deux, tu n'as pas de droit du travail. Tu as le droit de la subsistance économique ou tu as droit à ta dignité, mais ça prend les deux. Ça prend du pain et ça prend des roses. Donc, au Québec, on est chanceux parce qu'on a mis ça directement dans notre Charte québécoise, dès le début, la question de la dignité, et on continue à intégrer la notion de dignité dans tout notre droit du travail. Donc, on a parlé de la Charte québécoise, on le voit également au Code civil, dans les dispositions spécifiques portant sur le droit du travail. L'employeur est tenu de protéger la dignité du salarié. On le voit en matière de dispositions anti-harcèlement. On doit protéger la dignité des travailleurs. Donc, cette question de dignité qui sous-tend tous nos autres droits fondamentaux à la Charte, bien, c'est l'essentiel, c'est le cœur même du droit du travail. Super intéressant. Mais, tu sais, moi, quand je pense à ça, tu sais, oui, c'est dans nos lois, c'est dans la Charte et tout, mais en pratique, tu sais, moi, quand je pense à une situation comme ça, tu sais, l'employeur, ben il y a une question de vulnérabilité, l'employé, puis tout ça. Tu sais, à ce moment-là, est-ce qu'en pratique, c'est appliqué? Est-ce que l'employé va vraiment dire « Ah, t'as brimé mon droit, je t'amène devant la cour », alors que là, ben si on fait 1+1, ben peut-être qu'il n'y aura plus de salaire, peut-être que, tu sais, il va être encore plus vulnérable. Aller à la cour, ça coûte cher, les frais de justice. Ben oui, puis non. Oui, puis non, ça peut dépendre. Mais... Non, mais en fait, oui, puis non, parce que, encore une fois, au Québec, on a mis des mesures en place pour favoriser l'accès à la justice. Donc, vous avez dit, il y a un déséquilibre de pouvoir. Oui, il y a un déséquilibre de pouvoir. Le droit du travail repose sur un déséquilibre de pouvoir. Le contrat de travail tel qu'il est défini repose sur le fait que quelqu'un fait du travail pour quelqu'un d'autre et l'expression qui est consacrée, c'est sous le contrôle et la direction d'autrui. Donc, sous la direction et le contrôle, c'est le rapport de subordination. Sans rapport de subordination, on n'a pas un contrat de travail. Ce déséquilibre de pouvoir, c'est au cœur du droit du travail. Et donc, tout le régime de droit du travail va être construit autour de ce déséquilibre de pouvoir-là. Un travailleur seul va peut-être pas aller entreprendre un recours, payer pour un avocat, par exemple, payer les frais de cour pour réclamer, par exemple, le paiement de son temps supplémentaire. Par contre, ce qu'il va pouvoir faire, c'est se tourner vers la CNESST, aller sur un site web, remplir un formulaire en ligne, et après examen, la CNESST peut lui fournir de la représentation si nécessaire pour, par exemple, contester un congédiement, pour contester une situation d'harcèlement. Donc, le système québécois est fait pour soutenir les salariés qui ont besoin de ce soutien-là.
les salariés qui, justement, ne sont pas en milieu syndiqué dans ce cas-ci et qui ont besoin de cette aide-là. Parce qu'on reconnaît que le droit du travail est fondé sur un déséquilibre de pouvoir. Puis si on regarde ça plus loin, lorsqu'on regarde le droit international du travail, par exemple, le droit international du travail, si on regarde la déclaration de l'OIT de 1998, ça reconnaissait 4 droits fondamentaux au travail. Et un de ces 4 droits fondamentaux-là est la liberté d'association, le droit de venir ensemble pour faire valoir nos droits. Parce qu'encore une fois qu'on reconnaît que le salarié individuel est en position de déséquilibre, il est en position de force négative. Il est dans une relation où il va toujours être subordonné à la volonté d'autrui et où il n'y aura pas nécessairement la possibilité d'entreprendre des recours. Donc, pour protéger ce salarié-là, on va venir protéger sa liberté d'association. Pour dire, si jamais vous avez besoin de plus de rapports de force, bien, on va protéger votre capacité à venir ensemble, à vous regrouper, et on va forcer votre employeur à négocier avec vous en tant que groupe. C'est ça, les rapports collectifs de travail. C'est ça, la liberté d'association. J'ai hâte d'en apprendre plus au cours 7. J'ai hâte de vous donner le cours 7. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est le meilleur cours de la session. En fait, venez aux autres cours après, mais le cours 7, c'est objectivement le meilleur. Mais surtout. Non, mais ça, c'est vraiment intéressant. Puis aussi, j'imagine que quand tu es syndiqué, là aussi, il y a d'autres choses qui viennent en compte. J'imagine parce que... Ben là, moi, j'ai pas vraiment d'expérience encore là, dans un milieu de travail. Ben, en fait, j'ai été syndiquée au Saint-Hubert, mais bon. Mais tu sais, c'était un emploi étudiant Quel quand Saint-Hubert? même. À Olcy, dans le Vieux-Hall. Ah, c'est notre préféré, moi et ma fille. Pour vrai? En fait, ça découle un peu sur la prochaine question. C'est un petit peu à savoir quel est le rôle des syndicats dans le droit du travail. Les milieux syndiqués, c'est très différent des normes du travail, justement. Tout à fait. En fait, les syndicats vont jouer un double rôle. Ils vont jouer un rôle très, très local, qui, encore une fois, ce rôle-là vient juste répondre à la subordination, au déséquilibre de force qui est naturel en milieu de travail. J'en parle, puis ils vont dire, Madame Talarco, est-ce que vous êtes contre le rapport de subordination? Wow! C'est inévitable un rapport de subordination. C'est inévitable un déséquilibre de force dans le milieu de travail actuel. Donc, le syndicat, son premier rôle va être de répondre à ça en forçant l'employeur de négocier. Donc, lorsqu'on est syndiqué, on est accrédité. La première chose que ça enclenche, c'est une obligation de négocier de bonne foi. Et donc, l'employeur va être tenu de négocier de bonne foi. Donc, ça, c'est pour la réponse au déséquilibre. Ensuite, les syndicats, historiquement, ont joué des rôles beaucoup, beaucoup plus grands. Donc, j'ai parlé de mon poster de pain de rose. Là, on va s'en aller vers le poster qui est à côté. OK? Il y a 2 posters à côté. Il va falloir y aller. Là. C'est ça, on va aller voir. Il est super beau, mon bureau, il faut que vous venez. Je suis en train de tuer des plantes, mais ça, si vous avez des suggestions à faire là-dessus, je les prends. Donc, les 2 posters dans le fond de mon bureau. Il y en a 2 côte à côte. Il y en a un qui est jaune, puis qui est marqué « Coal not Dole ». C'était le slogan des mineurs en Angleterre en 1984 et en 1985, lorsque le gouvernement Thatcher les a fait mis en lock-out durant des très, très grands conflits ouvriers au début des années 80. Coal, c'est le charbon. Dole, c'est l'assurance-emploi. Donc, on dit on veut travailler, on ne veut pas être mis au chômage. Puis à côté, il y a un poster en gallois. Puis ce poster en gallois, les gens me demandent parfois c'est quoi. C'est un concert punk qui a été organisé en 1985 par un groupe de gays et de lesbiennes qui voulaient venir en aide aux syndicats de mineurs. Ce groupe-là se disait, contre qui le gouvernement Thatcher a une plus grande dent? Les gays et lesbiennes qui revendiquent leurs droits en 84 et 85 et les mineurs dans le Nord. Donc, nous, on va faire preuve de solidarité puis on va venir les appuyer. Donc, ils ont fait des campagnes de financement, ils ont ramassé de l'argent pour eux, puis ils ont organisé ce gros concert-là. Ce qui est plus important à savoir, dans le contexte de votre question, le concert, c'était vraiment très cool. C'était les Brodsky Beats, c'était à Camden, j'ai le poster. J'étais pas... C'est pas vrai. J'allais dire une bêtise, mais bon, j'étais pas là. Ça, c'est vrai. Donc, le syndicat qui représentait les mineurs a ensuite décidé, l'année suivante, de modifier leur statut et règlement pour prendre une position ouverte
en appui aux gays et lesbiennes en Angleterre. Et donc, on a le mouvement travailliste, le mouvement des travailleurs qui vient supporter une cause sociale. Et donc, ça, c'est le deuxième rôle des syndicats. Et c'est un rôle historique, c'est un rôle important. Les syndicats vont mener des batailles qui sont plus grandes que ce qui concerne uniquement leur milieu de travail. Si vous regardez beaucoup de décisions de la Cour suprême, pas juste en droit du travail, mais aussi en droit de la personne, vous allez dans la liste des intervenants, vous allez trouver des syndicats. Ces syndicats-là n'ont pas besoin de faire ça pour jouer leur premier rôle, de représentation en milieu de travail, forcer une négociation collective de bonne foi, représenter les travailleurs eux-mêmes, mais ils vont se tourner vers la Cour suprême pour revendiquer des droits pour tous les travailleurs. Donc, ils vont jouer un rôle social qui est beaucoup plus large. Et ça, on l'oublie des fois. On l'oublie ou des gens peuvent être peut-être un peu critiques par rapport à ça, dire « je paye ma cotisation syndicale, alors pourquoi vous gaspillez ces fonds-là pour aller en Cour suprême? » Bien, c'est parce qu'un syndicat aura toujours un double rôle. Puis un syndicat, c'est pas juste là pour protéger l'individu, c'est là pour protéger des valeurs collectives. Et ils vont jouer ce rôle-là de protection des valeurs collectives en choisissant, en effectuant du litige stratégique, qui est aller à la Cour suprême en tant qu'intervenant, ou pour faire pression auprès d'un gouvernement, ou encore, comme c'était le cas des mineurs en 1985 en Angleterre, en prenant une position publique pour un groupe qui est défavorisé, ou qui l'était à l'époque, qui souffrait de discrimination, certainement, à l'époque, et de dire, ben non, ces gens-là travaillent, donc ils ont besoin de protection de leur dignité au travail, puis nous, on prend position publiquement pour venir les supporter. Ça, c'est le deuxième rôle très, très important joué par le mouvement syndical. Ben, moi, je trouve aussi que, pour avoir fait les deux, là, par exemple, dans la restauration, parce que moi, je pensais pas que ça soit être syndiqué dans la restauration jusqu'à temps que j'arrive au Saint-Hubert. Mais, tu sais, dans mes autres expériences, on le voit vraiment, le côté, la protection là, que ça a envers les employés. Puis, ils t'aident pas juste toi, ils aident tout le monde autour. Oui. C'est ça qui est vraiment intéressant. En tout cas, moi, j'ai bien aimé la différence. Je sais pas si c'est toujours bien, là, mais après, ça dépend. C'est sûr qu'être syndiqué, ça ne vient pas toujours sans conflit. Il y en a. Il y en a. Mm-hmm. Puis on va en parler dans le cours de droit du travail. Des fois, vous allez avoir, en tant qu'individu, l'impression que votre syndicat ne vous représente pas, ne vous représente pas comme il faut. Il y a des recours pour ça. Donc, un syndicat a certaines actions à prendre pour s'assurer que même s'il effectue son rôle social, sa priorité demeure la représentation des salariés en milieu de travail. C'est bien. Bien, merci d'avoir clarifié ça. Je pense que je n'étais vraiment pas... On peut peut-être changer un peu de sujet. En fait, c'est d'actualité depuis quelques années. On pourrait parler du télétravail. Comment le télétravail redéfinit le droit du travail au Québec? Mais là, est-ce que je peux faire un parallèle avec une autre question que vous vouliez me poser? Vous m'aviez mentionné, vous vouliez me parler d'un dossier marquant. Oui, c'est ça. C'était la prochaine, un peu l'actualité sur le droit du travail. Qu'est-ce qui est important, soit les nouvelles législations, nouvelles jurisprudences qui sont importantes selon vous? J'aimerais vous parler d'un dossier qui est vraiment d'actualité dans le sens juridique, là, qu'on attend des décisions de grande importance là-dessus, mais qui m'a marqué à mes tout débuts en droit du travail, qui, moi, me concerne en tant que personne qui aime le droit du travail depuis 2009. Puis, justement, ça touche au télétravail. Ça touche au télétravail actuellement. En 2009, on ne parlait pas de télétravail. On parlait d'autre chose. Mais actuellement, c'est revenu à la charge dans un dossier de télétravail. Donc, en 2009, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, il y avait des gros conflits de travail chez Québécois. Notamment un long lockout au Journal de Québec et un extrêmement long lockout au Journal de Montréal. Le lockout au Journal de Montréal, on parle d'un conflit qui a duré à peu près 2 ans. Donc, imaginez 2 ans, vous êtes sur les lignes de piquetage, vous n'avez pas votre salaire, puis vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer. Et moi, c'est probablement le dossier qui m'a le plus marqué de ma vie. C'est le dossier qui, juridiquement, a la plus grande influence sur ma façon de penser, ma façon de réfléchir sur le rôle des travailleurs, sur le rôle des syndicats, sur le déséquilibre de pouvoir, sur la négociation de bonne foi, etc. Et donc, lors du conflit, tenez, on va faire comme en classe. Je vais commencer par vous poser une question. Un journal, qu'est-ce que ça a besoin essentiellement pour fonctionner? Des nouvelles.
des nouvelles journalistes. et des journalistes. Okay. On s'entend qu'avec des nouvelles et des journalistes, vous avez pas mal un journal. OK. Le Journal de Montréal, est-ce que vous savez c'est où à peu près? Sur la rue Frontenac à Montréal. C'est un grand édifice. Puis juste en face, il y avait le bureau syndical. Et donc, quand le lockout s'est annoncé, bien, le lockout a été annoncé par des gardes de sécurité à la porte. C'est comme ça que les gens ont su qu'ils étaient en lockout. Ils arrivent au travail, il y a des gardes de sécurité. Félicitations, vous êtes en lockout, tournez-vous de bord. Et les journalistes avaient décidé, bien, regardez, qu'est-ce que ça peut faire un journal, pas de travailleurs, pas de journalistes? Ça ne durera pas longtemps comme conflit. Fait qu'eux, ils ont créé leur propre journal en ligne qui s'appelait Rue Frontenac. Puis leur slogan, c'était « Je vous répondrai par la bouche de nos crayons ». Puis j'ai trouvé ça excellent comme slogan. Moi, les jeux de mots, j'adore ça. Donc ça, c'était le syndicat. De l'autre côté de la rue, sur la rue Frontenac, tu avais tout ça en local. Puis les journalistes qui disaient « Bon, ça ne peut pas durer tant de temps que ça. Tu n'as pas de journalistes. » Et au Québec, on a l'article 109.1 du Code du travail qui dit que tu ne peux pas chercher des SCAB, des travailleurs de remplacement, pour effectuer un travail dans l'établissement de l'employeur. Fait, vous n'allez pas faire rentrer d'autres journalistes, ça ne marchera pas. Québécois a dit pas de problème. On va piger dans nos autres sources d'information, on va embaucher des travailleurs pour travailler ailleurs, mais ils ne mettront jamais pied au Journal de Montréal, dans l'édifice du Journal de Montréal. Les travailleurs, encore une fois, du syndicat, sont tournés vers le tribunal administratif puis du travail, puis on dit, écoutez, dans un contexte d'information, de journalisme, l'établissement de l'employeur, ça ne veut plus rien dire. Là. Ça ne veut rien dire. Nous, on travaille dans les rues de Montréal, on travaille sur la colline parlementaire, puis on envoie tout par courriel. C'est repris, c'est imprimé, puis c'est envoyé, mais moi, je n'ai pas besoin d'être dans l'édifice. Et on a eu une première décision de la Commission des relations de travail, donc l'ancêtre du tribunal administratif du travail, qui disait non, l'établissement, on doit interpréter ça largement pour dire tout endroit où s'effectue un travail ordinaire. Cour supérieure a agi en révision et a dit non, un établissement, c'est 4 murs et un toit. Donc, a repris l'interprétation restrictive. Cour d'appel a maintenu l'interprétation et la Cour suprême a refusé d'entendre. Ça, c'est dans le dossier Journal de Montréal. Entre-temps, les syndicats, comme je vous ai dit, jouent un rôle de représentation dans le milieu de travail, mais jouent aussi un rôle social. Donc, il y avait beaucoup de pression des syndicats auprès de la population québécoise. Et ça a monté jusqu'à l'Assemblée nationale. Il y a eu 2 jours de consultation et il y a eu un projet de loi pour modifier le Code du travail. Et malheureusement, ce projet de loi est mort pour des raisons politiques dans lesquelles je n'embarquerai pas, mais c'est passé très, très près de changer. Fast forward. Donc là, on est en 2012. On avance jusqu'en 2020. Soudainement, plus personne ne travaille dans l'établissement physique d'un employeur. Et ça mène à des dossiers justement de travailleurs de remplacement. Il y a toujours des conflits de travail, des gens qui sont mis en grève ou en lockout. Des employeurs appellent des employeurs de remplacement, communément appelés des SCAB. Et les syndicats contestent en disant, bien là, écoutez, vous n'allez pas nous refaire la même chose 2 fois. Personne n'est dans l'édifice de l'employeur. Donc, considérez que l'établissement, ça doit être interprété comme un établissement déployé, là où le travail s'effectue normalement. Et le dossier, un peu pour faire miroir au tribunal administratif, à la Commission de relations de travail 10 ans avant, le TAT a commencé par dire absolument, nous retenons la notion d'établissement déployé. La Cour supérieure a dit non, on ne retient pas la notion d'établissement déployé, mais cette fois-ci, la Cour d'appel a dit oui, on retient la notion d'établissement déployé. Et ce dossier-là s'en va en Cour suprême. Donc, c'est une chose à voir. Mais tout ceci découle de circonstances hors de notre contrôle à tous, donc de la COVID, qui a remis à jour un dossier qui traînait depuis 10 ans déjà. Puis ce dossier-là de 2012 remonte, en fait, était dans les revendications déjà dans les années 80. J'avais fait, pour un article que j'ai publié il y a quelques années, j'avais fait un survol de la jurisprudence des anciens tribunaux du travail. Et déjà, en 86, on en parlait de qu'est-ce que c'est cet établissement-là. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir que cette question-là a été mise à jour et revenue d'actualité parce qu'on parle de télétravail. Donc,
Le télétravail, c'est un changement majeur dans nos façons de faire, mais qui a des répercussions qu'on est encore en train de comprendre actuellement, qu'on n'est même pas capable d'envisager pour l'instant même. Puis ça crée beaucoup j'ai l'impression, des chicanes au niveau collectif aussi. Là. Les syndicats, ils veulent qu'on reconnaisse le droit du travail dans les conventions. Les employeurs veulent pas parce que ce serait un droit après ça qui serait acquis par les employés. Fait qu'il y a un peu cette friction-là. La maison, oui. Ouais. Et certains travailleurs disent, mais c'est injuste que vous revendiquiez un droit de télétravailler puisque moi, je ne peux pas effectuer mon travail à distance. Donc, vous ne faites pas de la représentation collective, vous favorisez certains groupes. Donc, ça crée énormément de tensions. Puis comme je vous ai dit, on est vraiment à la surface, là. On va voir les répercussions du télétravail pendant les 10 prochaines années facilement. Puis juridiquement, ça va être vraiment le fun à suivre. Super intéressant. Certainement. C'est des sujets d'actualité, fait que c'est toujours intéressant de voir l'impact aussi du droit du travail dans tout ça. Puis, je pense qu'on tire bientôt à sa fin. Si brièvement, vous pourriez nous décrire le droit du travail en 3 mots-clés rapidement, ça serait quoi? C'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que je veux que ce soit? OK, on va Celui commencer par qui qu'est-ce que le c'est. Ouais. On peut faire 6 mots, là, c'est pas très grave. Qu'est-ce que c'est? C'est diversifié. Ça bouge. Donc, diversifié, bouge et universel. Ce sont des questions universelles. C'est intéressant. Maintenant, on veut savoir... Qu'est-ce que vous voudriez que ce soit? Exactement. Dignité, égalité et, encore une fois, universalité. Ouais. Ça serait mes 3 souhaits pour le droit du travail. Dignité, égalité, universalité. C'est beau. Puis est-ce que vous auriez des conseils à donner à un étudiant qui voudrait partir sa carrière en droit du travail? Un conseil que Parler à des gens qui en font. OK. Parce que les travaillistes, globalement, sont des personnes, je prêche pour un paroisse, mais qui sont vraiment très intéressés par ce qu'ils font, qui sont très ouverts à en parler. Contacter des avocats qui font du droit du travail, puis ils vont être très heureux de partager leur expérience avec vous. Bon, mais génial. Merci beaucoup d'être venu. Puis merci aussi à la DTA de vous être déplacé. On vous souhaite une belle journée. Merci. Salut.